C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Alors, le grand débat arrive à son terme. Pour les uns, c'était le coup de génie pour stopper la mobilisation. Pour d'autres, pour reprendre l'expression macronienne, de la poudre de perlimpinpin. Mais si ce grand débat a calmé les esprits, le président a compris que le jupitérisme, cette pensée d'en haut, fabriquée avec les seuls hauts fonctionnaires, est révolu. Ce début de quinquennat a conduit à une rupture entre lui et les Français. Et le chef de l'État sait aussi que la suite ne se fera pas sans dialogue. Nous en parlerons avec nos invités sur son plateau et bien sûr nous parlerons aussi de la campagne des européennes qui a bel et bien commencé et du Brexit avec les Anglais au bord du nervous breakdown. Donc nos invités sur ce plateau, Virginie Lequet, bonsoir, de Paris Match, Carole Barjon de l'Obs, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, et Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia, bonsoir à vous. Alors le grand débat, Jean-Marie, se termine le 15 mars, on attend ce qui va sortir du chapeau. Les propositions vont être présentées dans quelques semaines. C'est le moment délicat pour le président de la République, ce moment d'atterrissage, on va dire? En tout cas, le moment qui précède est un moment réussi, puisque personne ne croyait à ce grand débat et que ce grand débat est un succès. Oui. Alors après, comment en sortir? En effet, ce qui est frappant dans ce qui ressort pour le moment, c'est l'absence totale de préoccupation sur les grands enjeux du pays. Grands enjeux qu'ils soient européens ou planétaires. Pendant ce temps, la Chine et les États-Unis font leur cuisine, la Russie, ainsi de suite. Donc une absence totale de préoccupation de cette nature, y compris européenne, alors que nous ne sommes pas loin des élections européennes. Moi, je retiendrai toujours parmi les sujets qui sont remontés de ce grand débat, 2 thèmes seulement. Je souscrirai volontiers à la demande des 3 associations, maires, départements, régions, qui demandent un choc de décentralisation, qui me paraît indispensable pour ce qui me concerne. En tout cas, c'est un jugement personnel. Sauf que Emmanuel Macron lui-même n'a pas cette culture. Il est une culture étatique. Donc, il a discuté avec les maires, il a eu le relais des maires. Il a muté entre-temps. Oui, mais comment peut-il tenir compte de cela alors que sa culture s'y oppose? Choc de décentralisation. Et l'autre chose, c'est quand même cet extravagant concours Lépine de la fiscalité et de qui trouvera quel impôt, faire payer les riches, augmenter les impôts des classes moyennes, ainsi de suite. Et donc là, ça c'est un chaudron, c'est quelque chose qui vraiment, dont il sera très difficile de s'extraire, à mettre en relation avec l'idée qu'Emmanuel Macron a émise, à savoir qu'une révolte qui a commencé par le refus d'une taxe peut difficilement se terminer par l'augmentation d'autres taxes. Donc là est la vraie difficulté, parce que c'est quand même ce qui a été dominant dans les remontées de ce que l'on a appelé les cahiers de doléances. Virginie, le choc de décentralisation dont parle Jean-Marie, il y a eu l'acte 1 avec Gaston Defferre, 2 avec Raffarin. Est-ce qu'il y aura un acte 3 avec Emmanuel Macron de décentralisation, puisque c'est aussi la demande je n'en vois pas tellement le début de la réflexion, que ce soit à travers les idées émises par les députés En Marche qui ont fait une série de propositions, ou à travers ce que dit l'exécutif. Je ne vois pas l'ébauche de quelque chose qui ressemblera à ça. En revanche, j'entends beaucoup de suggestions concernant, alors pour les uns, la baisse des impôts, pour les autres, des impôts qui s'alourdiraient pour les plus fortunés et qui permettraient une baisse pour ceux qui payent moins d'impôts. Ça revient très très souvent. Et l'autre question qui revient très souvent, me semble-t-il, c'est une amélioration de la représentation électorale, c'est-à-dire peut-être instaurer une proportionnelle, éviter que lorsque, par exemple, comme ça s'est passé en 2017, Marine Le Pen et son parti arrivent en second tour à l'élection présidentielle, ils se retrouvent à l'Assemblée nationale sans même un groupe de députés et privant toute une partie de l'électorat de représentants qui pourraient effectivement porter leur voix à l'Assemblée nationale. Donc il y a peut-être ces 2 questions-là qui sont les plus importantes. Je ne sais pas du tout comment Emmanuel Macron a l'intention de les régler précisément. Ce que j'entends, c'est que ça sera en 2 fois. C'est qu'il y aura une première étape qui sera une étape où on annoncera peut-être des décisions immédiates et faciles à prendre, ou en tout cas faciles à expliquer. Et puis des réformes plus lourdes qui mettront du temps et qui devront passer soit devant le Parlement, soit devant le Conseil des ministres, puis devant le Parlement. Enfin, qui pourrait se prolonger jusqu'à la rentrée 2019. Donc ça peut encore durer un bon moment, cette sortie du débat. Oui, cette sortie, mais entre le milieu, c'est-à-dire entre cette fin du grand débat et puis les propositions qui vont arriver, mais dans quelques semaines, c'est un moment de latence qui peut être dangereux, on va dire, entre guillemets.
Tout le jeu d'Emmanuel Macron depuis le début, de toute façon, c'est de remplir tous les temps de latence, précisément. Voilà. Et là, il n'y en aura pas. Et pourquoi cette sortie, cet atterrissage est compliqué ? C'est parce que, même si, dans un premier temps, l'opération a réussi, parce qu'elle lui a quand même permis de se remettre en selle, de montrer qu'il allait à la rencontre des Français. Le grand débat se termine, les contributions se terminent vendredi, mais Emmanuel Macron lui continue, il va tenir encore 3 réunions tout de même, donc ça faut pas l'oublier. Et pourquoi c'est compliqué ? C'est parce qu'il tient compte du calendrier électoral, évidemment. Bien sûr, avec les européennes. C'est-à-dire qu'il y a les européennes quand même le 26 mai, et donc il faut au moins que dans le premier temps, puisqu'il va y avoir 2 ou peut-être 3, dit-on, phases de cette sortie de grand débat, enfin des réponses qui seront apportées. Effectivement, la première phase va concerner des décisions concrètes, lesquelles on ne sait pas très bien, mais on imagine que ça pourrait peut-être toucher les retraités, dans la mesure où, il ne faut pas l'oublier, les retraités sont des gens qui votent. Bien sûr. Voilà, et donc Macron peut en avoir pour les européennes. Et ensuite viendront effectivement les questions plus institutionnelles. Je note... par rapport à ce qui vient de se dire, que Emmanuel Macron lui-même ne prononce jamais le mot de décentralisation, mais de déconcentration. Oui. Ce qui est vrai. Tout à fait clair. Culture étatique, culture de haut fonctionnaire. Alexandre Malafaille, donc des milliers de propositions, à la fois sur le social, sur le fiscal, sur les sujets fiscaux, institutionnels. On a une petite idée de ce qui pourrait émerger ? À ce stade, on a des tendances parce que c'est sorti de manière un peu désordonnée, mais ces tendances-là ne sont pas les plus intéressantes. Ce qui va être intéressant à observer, c'est comment l'exécutif, en fait, arrive à restituer cette matière extraordinaire et lui redonner un sens. Parce qu'on peut toujours aller proposer une baisse de tel système, une baisse de parlementaires, par exemple, parmi les idées institutionnelles qui sont dans les tuyaux en ce moment, on entend celle-là, qui était antérieure. Mais si on baisse les parlementaires sans se poser la question du rôle du Parlement, sans se poser la question des moyens qu'on donnera demain aux nouveaux parlementaires, c'est pas apporter une bonne réponse. C'est peut-être faire plaisir à une partie de l'électorat qui veut moins de parlementaires parce que, voilà, après tout, il y en a marre de ces gens qui font pas leur boulot. On pourrait s'en passer carrément, absolument, mais l'enjeu, il n'est pas là. Donc, si vous voulez, ce qui va être important à observer, et c'est sans doute le plus dur par rapport à ce qui est devant nous, et pour Emmanuel Macron, c'est arriver à projeter une espèce de vision de société. On a entendu des millions de personnes, il y a une matière première extraordinaire, une espèce de big data politique qui est là. On doit pouvoir, au-delà des mesures et des propositions, arriver à redonner une cohérence. Si on peut redonner une cohérence, rattacher ça à un projet, à ce moment-là, vous pouvez donner une logique à des mesures qui peuvent être y compris fiscales, sociales. Bon. Mais tout ça, ça va se faire comment ? Et je pense que l'enjeu central, c'est un enjeu de gouvernance. Alors, est-ce que ça passe par de la déconcentration ou de la décentralisation ? En tout cas, ça passe par une refonte du système démocratique dans lequel il faut trouver de nouveaux équilibres. Et pardon de le dire, mais le renouveau démocratique, en fait, c'est peut-être maintenant qu'il commence ou pas. Quelle est la différence entre, déconcentration et décentralisation ? Déconcentration, c'est l'État. Des services de l'État qui se déconcentrent. Déconcentre ses services, et donc c'est l'État qui se déploie autrement. Décentralisation, c'est le pouvoir donné à des élus régionaux, départementaux, vous partagez le pouvoir, municipaux. Et vous partagez l'organisation. Mais après, ça donne l'autre point important, c'est pas simplement de déconcentrer ou de décentraliser, il faut le faire. De toute façon, tout le monde le dit, et quand on regarde les modèles démocratiques qui fonctionnent aujourd'hui, sans doute parfois un peu mieux que nous, on a moins de pouvoir concentré au sommet. Mais c'est vrai que c'est pas la culture d'Emmanuel Macron, c'est pas la culture des hauts fonctionnaires, et c'est pas la culture jupitérienne qui est la sienne. Elle a pas beaucoup changé, sa culture jupitérienne. Il est quand même encore au centre du débat, et il va jusqu'au bout. Regardez, même M. Perrineau dit, il y a peut-être un problème dans la méthode quand même d'animation du grand débat. Donc là, la suite va être très importante. Si on ne passe pas par une réorganisation du pouvoir, un partage des responsabilités, un rééquilibrage des rôles, et après, bien sûr, l'association des citoyens de manière plus régulière à la fabrique de la décision collective pour retrouver le chemin de l'acceptabilité, on risque de reporter l'échéance d'une nouvelle crise de quelques semaines, quelques mois. Voilà. Et l'échéance européenne va être très importante. Parce que s'il y a un très mauvais score pour la République en marche, et c'est dans 2 mois, ça peut avoir des conséquences majeures pour la suite du quinquennat. Juste un petit mot en vous écoutant parler. Il y a seulement 2 ans qu'il y a eu une élection présidentielle. 2 ans seulement. À peine. Or, à moins même de 2 ans. Or, dans une élection présidentielle, il est question de tout ce dont vous venez de parler. Oui. Donc, tous ces débats auraient dû être tranchés il y a moins de 2 ans par l'élection présidentielle. Et donc, la grande victoire des Gilets jaunes, c'est le choc qu'ils ont provoqué, c'est d'obliger, au fond, à une nouvelle campagne, qui rebat toutes les cartes que, normalement, on rebat à chaque élection présidentielle. Donc, c'est à la fois
C'est un point positif. Un extraordinaire échec pour Emmanuel Macron. Et en même temps, s'il arrive à transformer ça, s'il y arrive, quelque chose qui lui permettra de repartir peut-être pour plus longtemps que pour les 3 ans qui lui restent. Si je peux ajouter quelque chose, ce n'est pas une nouvelle campagne. Pendant la campagne 2017, il n'y a pas eu de débat. Si on se souvient la façon dont ça s'est déroulé, on peut dire ça. Avec les différents épisodes de l'affaire Fillon, puis le second tour qui a mis face à face Emmanuel Macron et Marine Le Pen, il n'y a pas eu de débat sur les grands enjeux, les grands choix. Il y avait une forme de tension permanente, de campagne de tension et campagne de rupture, mais pas une campagne de débat. Se trouve une des grandes difficultés d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a pensé qu'il était validé dans tous les éléments de son programme qu'il a déroulé, alors même qu'une partie de l'opinion pouvait avoir le sentiment, justement, comme le dit Virginie, qu'il n'y avait pas eu de débat, il n'y avait pas eu ce brassage nécessaire qui a lieu et qui va continuer de se dérouler sous nos yeux. Il aurait pu très sincèrement se rendre compte que le système démocratique et les systèmes institutionnels étaient un peu à bout de course. Il s'en est pas rendu compte, il l'a utilisé à outrance. Enfin, il s'en est rendu compte parce qu'il l'a utilisé. Oui, mais il n'a pas vu en fait quels étaient les défauts du système. Il ne voyait pas les défauts, les limites, il n'a pas remis en cause le modèle. Il est arrivé avec la promesse d'un renouveau démocratique et il a fait comme avant, de manière peut-être encore plus autoritaire et un peu plus centralisatrice. Donc c'était pas la bonne manière. Alors la bonne nouvelle, s'il y en a une, c'est qu'en tout cas sur le plan de la gouvernance, il devrait être amené à tirer quelques leçons en disant peut-être que finalement ceux qui disaient en 2017, ce qui était par exemple notre cas, qu'il faut organiser un Grenelle de la démocratie, étaient peut-être pas forcément à côté de la plaque, et peut-être que justement il faut aller un peu au-delà simplement du bricolage institutionnel ou de la déconcentration de quelques services. Mais toute la question sera de savoir si c'est suffisamment remis en question lui-même pour accepter réellement, de changer son programme et de changer de personnalité, de méthode. Jean-Marie le disait, dans le fond, la crise des Gilets jaunes a permis qu'Emmanuel Macron se réforme un peu lui-même. Et est-ce que la suite ne se fera pas ça ne peut pas se faire sans dialogue avec les Français, ni avec les corps intermédiaires. Qu'Emmanuel Macron, ça a permis qu'Emmanuel Macron se réforme un peu lui-même. Oui, qui change un peu son côté hautain qu'on lui reprochait. Bien sûr, il est allé à la rencontre des Français, ça c'est un fait. Ensuite, pour ce qui est de se réformer lui-même, l'important, c'est pas seulement dans la manière de faire campagne. Du style. Ça, on savait déjà qu'il savait faire campagne, au fond. Ce qu'on va voir ensuite, c'est s'il est effectivement capable de modifier sa gouvernance, qui a été très, très critiquée, qui est à l'origine de pas mal de problèmes. Donc, en fait, c'est après qu'on va le voir. Mais quand vous parlez de gouvernance, vous parlez de ce qu'il a mis en œuvre. Il a été très critiqué sur le fait de gouverner, au fond, avec un tout petit noyau de fidèles qui avaient fait d'ailleurs la campagne avec lui. Voilà. Est-ce qu'il est prêt à partager un tout petit peu plus le pouvoir? Est-ce qu'il est prêt, par exemple, à donner plus de pouvoir aux collectivités territoriales qu'il demande? On voit bien que les grands élus actuellement se relisent terriblement. Mais ma question, c'était est-ce que ce grand débat va continuer d'une manière ou d'une autre, en fait? Sans doute. Il faudrait. Il faut absolument, si vous voulez. De toute façon, c'est comme la campagne électorale. C'est très dommage de figer le débat une fois que la campagne est finie. Sur les aspects institutionnels, par exemple, sur les aspects gouvernance, on a pratiquement enterré le débat avec la loi Bayrou, dite pour le retour de la confiance. Pardon pour le retour de la confiance, c'est mieux comme loi, quoi. Voilà, donc on aurait peut-être pu faire un peu mieux et peut-être se poser un certain nombre de questions en amont. Donc là encore, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu une crise extraordinaire, un peu sans précédent, comme depuis quelques dizaines d'années, sur le plan de la stabilité des institutions et de leur remise en cause. Il faut en tirer leçon. Voilà, si maintenant on a un président qui dit, OK, on a de toute façon un projet de réforme institutionnelle, mais on va continuer à le mûrir avec les différents acteurs et se poser toutes les questions qui vont bien, y compris sur le rôle de toutes les institutions. Par exemple, une d'entre elles qui est très décriée, mais qui a retrouvé un peu de couleur, si je puis dire, depuis quelques 2 années, c'est le Conseil économique et social. Voilà, qui commence à jouer un rôle sur le plan de la prise en compte des pétitions citoyennes, sur le plan du test d'un certain nombre d'innovations démocratiques. Par exemple, très simplement, ils ont décidé d'ouvrir depuis peu de temps des commissions du Conseil économique et social à des citoyens tirés au sort. Ça, c'est une innovation démocratique intéressante. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça qui sont en train d'être expérimentées. Donc je pense qu'il faut se donner du temps pour non pas faire trop vite, comme on l'a fait dans certains cas où on dit on fait le quinquennat et puis on ne se pose pas la question d'après. On fait le cumul des mandats ou la suppression du cumul des mandats et on ne se pose pas la modélisation de la suite. Prendre du temps pour réfléchir, faire bien, et là il faut l'expliquer aux Français, bien sûr. Virginie. Le risque serait que ces invisibles qui sont devenus visibles en allant dans la rue redeviennent invisibles et qu'Emmanuel Macron se dise j'ai récupéré une assise électorale suffisante pour pouvoir continuer à gouverner comme ça. Après tout, il est en meilleure forme électorale aujourd'hui qu'il ne l'était avant même le début de la crise des Gilets jaunes. Donc il pourrait considérer qu'il peut mener la suite de son quinquennat en oubliant de satisfaire
sert vraiment une population qui, de toute façon, ne lui est pas acquise et ne lui sera pas acquise électoralement et qui ne fera pas partie de ses supporters. En précisant qu'il le doit au désert qui est en face de lui. Absolument. Politique. Ni républicain, ni socialiste, ni gauche, ni droite. Il n'y a plus que lui et Marine Le Pen. C'est lui le chaos. Et dans sa tête, c'est lui le chaos. Et d'ailleurs, il ne cesse de mettre en scène ce débat-là. Et c'est ce oui, qu'il essaye le danger serait qu'il se satisfasse au fond de ça. Parce que continuer le grand débat éternellement, j'allais dire, non, mais avec c'est bien, mais il y a un moment où les Français attendent des décisions. C'est-à-dire que ce grand débat a eu lieu, il va peut-être se prolonger un peu, mais il ne faudrait pas forcément qu'il se prolonge exagérément, parce que les gens attendent des décisions concrètes sur le pouvoir d'achat, puisque c'est quand même aussi l'origine de la crise du mouvement des Gilets jaunes, sur la fiscalité. Enfin, mais il voulait une démocratie participative, mais il ne l'a pas eu dans le sens où il le voulait. Non, mais là où vraiment il faut faire attention. Mais on peut cadrer, le champ, les lieux de cette démocratie participative, mais il faut décider. Mais l'enjeu, c'est de bien décider en redonnant du sens. Il faut absolument que tout ça soit inscrit dans une dynamique de projet de société. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble ? Après, on peut faire passer un certain nombre de mesures, mais si on se contente que des mesures sans remettre en perspective, vous aurez des gagnants et des perdants, et donc de nouveau une société clivée et de nouveau les tensions. Je suis complètement d'accord avec ça, mais de ce point de vue-là, il est au pied du mur, parce que qu'est-ce qu'il nous a montré pendant ce grand débat ? Qu'il avait réponse à tout, mais à tout, dans le détail, le moindre détail, qu'il s'agisse du nombre de loups qu'il faut garder, incroyable, ça. ou bien qu'il s'agisse des ours des Pyrénées. Il répond à tout, sauf que ce sont des réponses, c'est formidable, c'est extraordinaire, chapeau, bravo l'artiste, mais ce sont des détails de la vie quotidienne. Donc on peut dire très bien, il est proche des préoccupations des gens. Mais sauf que son rôle à lui en tant que président, c'est bien de redonner du sens, ou d'être capable de redonner du sens, de redonner une perspective. Et là, nous attendons. Et là, on va voir s'il est à la hauteur de la fonction qu'il exerce. Alors, je vous propose, on va parler d'une proposition de La République En Marche, de Stanislas Guerini sur les retraites. Et on écoute la réaction du ministre Gérald Darmanin. Si demain nous réindexions les retraites, ce sera peut-être une décision du président de la République à la sortie du grand débat. Je ne le sais pas, on le verra. Il faudra faire des économies ailleurs. Et ces économies ailleurs, sachant que les retraites, c'est grosso modo la moitié des dépenses sociales, il faudra qu'on se pose des questions, effectivement, sur les économies ailleurs. Virginie, la réindexation des retraites sur l'inflation, c'est une piste, mais il faudra les piocher ailleurs. Pour les retraités les plus modestes. Oui. L'éternel débat que l'on voit poindre depuis déjà plusieurs semaines, c'est à la fois satisfaire les revendications les plus pressantes et en même temps trouver de l'argent. Et trouver de l'argent, comment ça pour l'instant, l'exécutif n'a pas apporté de réponse. L'autre question aussi qui se pose toujours, c'est la demande de pouvoir public là où il y en a de moins en moins, c'est-à-dire oublions les grandes villes, mais parlons de tous les territoires où les pouvoirs publics se désertifient. Et là aussi, avec quel argent va-t-on pouvoir réinstaurer tous ces pouvoirs publics qui ont progressivement disparu ? Donc l'éternelle question qui se pose, c'est on veut bien satisfaire, ou on va essayer de satisfaire peut-être les choses les plus criantes, les besoins les plus pressants, mais où va-t-on trouver l'argent ? Et Gérald Darmanin l'a très bien dit, si on veut réindexer les retraites coûtent la moitié des dépenses sociales. Donc sur quoi va-t-on rogner ? Oui, c'est franchement, c'est pas non plus cette indexation, c'est pas non plus des milliards, puisqu'il s'agit de réindexer les retraites les plus modestes. Et donc, franchement, ça c'est le b.a.-ba d'un ministre des comptes publics. Je veux dire, là, il est dans l'idéologie, le camarade Darmanin, si j'ose dire. Il est dans l'idéologie. Il reste que pour l'instant, on voit bien que le budget a dépassé les Ah oui, bien sûr, il a dépassé 10 milliards. Le prochain pourrait encore les dépasser. Et que de ce point de vue-là, Emmanuel Macron et son entourage... Lesquels seront comblés par la privatisation d'aéroports de Paris. Ouais. Non, mais malheureusement... Mais ils seront très hostiles à sortir des clous de Bruxelles. Oui. Donc on voit bien qu'ils sont très tiraillés entre l'orthodoxie budgétaire et ce qu'il va falloir décider. De toute façon, toutes les propositions qui sortent dans tous les sens depuis plusieurs semaines maintenant, entre taxer les successions, nouvelle tranche de l'impôt sur le revenu pour les revenus, l'impôt immobilier, etc. C'est davantage le petit nombre de Français qui payent les 3/4 de l'impôt sur le revenu. Exactement. On est de retour au choc fiscal de François Hollande. C'est bien la peine. On a le sentiment que ça part dans tous les sens, parce qu'à chaque fois, il y a des fuites bien organisées de l'Élysée probablement qui disent volontaire. pas de hausse d'impôts. Donc ça crée quand même une pagaille et beaucoup de confusion, à tel point qu'on finit par se demander effectivement si le pouvoir ne veut pas faire passer un message aux revenus en disant voilà, va falloir vous habituer à...
Préparez les esprits. Préparez-vous. En tout cas, il y aura une surprise du chef. Oui, mais en fait, ce qui est certain, c'est qu'à court terme, il faut sans doute lâcher un petit peu de lest. Quand on a fait des erreurs, il faut entre guillemets les assumer. Alors, ils en ont fait une première partie avec les mesures de fin d'année et qui ont remis un peu de beurre dans les épinards de certains. Et c'est très bien parce que ça a apporté à la fois un peu de paix et puis un peu de pouvoir d'achat pour ceux qui en avaient besoin. Peut-être faudra-t-il aller un peu plus loin et trouver les solutions qui vont avec. Le vrai problème, c'est qu'il ne faut pas faire de la justice en commettant à côté de nouvelles injustices sur d'autres classes sociales ou en prenant de l'argent de manière absurde aux uns et avec des conséquences d'un peu plus long terme. OK, on va taxer certains et on aura les effets qu'on mérite à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc c'est cet équilibre-là qu'il va falloir trouver. Et là encore, on ne le retrouvera pas et la dynamique, on ne l'engagera pas si on ne refait pas projet. C'est-à-dire qu'il faut être capable de dire aux Français, on va ouvrir 4 ou 5 grands chantiers, la réforme de l'État, avec en effet les enjeux de gouvernance associés, les enjeux de fiscalité où il faut se poser un certain nombre de questions, mais évidemment avoir les enjeux de compétitivité comme chevillé au corps, parce que si c'est uniquement pour faire du Robin des Bois, on aura ce qu'on a depuis 30 ans en France, c'est-à-dire que ça ne marche pas bien, et en plus ça ne rend pas les plus pauvres plus heureux, sinon ça se saurait. Donc il faut trouver un système de mise en perspective et de projet en disant peut-être ce sera un peu plus long que prévu, mais si on le fait bien, ça peut tenir. Pour les européennes, Jean-Marie, Emmanuel Macron part à la bataille ragaillardie ou on va dire affaiblie? Mais il y a 2 fronts. Il y a le front francophone, enfin franco-français, où là, selon l'IFOP, il fait plutôt la course en tête, mais encore que la marge d'erreur fait qu'on ne sait pas, il faut faire attention parce que Marine Le Pen n'est pas loin. Ça, c'est une chose. Et il est évident, on en parlait tout à l'heure, que celui qui arrive en tête sera réputé vainqueur. Et si la liste En Marche arrive en tête, ça solde l'épisode que nous venons de vivre, en tout cas politiquement, parce que ça montre que finalement, Emmanuel Macron sort vainqueur de toute cette épreuve. Et puis il y a le front qui est malgré tout le plus important, qui est le front européen lui-même, et où là vous avez une accumulation d'obstacles sur la route de la France et d'un éventuel leadership français, qui sont d'abord le Brexit et les conditions du Brexit, parce que c'est une lourde pénalité pour la France. L'évolution de la politique allemande, où la successeur à la tête du parti conservateur d'Allemagne vient d'envoyer une fin de non-recevoir à Emmanuel Macron par rapport à tous ces projets. Et puis vous avez tout ce qui est en train de s'organiser autour de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, souverainiste, extrémiste, avec le secours des Italiens, pour essayer de faire un pôle populiste extrémiste au sein du Parlement européen qui priverait les partis modérés, notamment la droite modérée qui gouverne au Parlement européen, de majorité. D'où l'importance. Et ça, c'est l'enjeu absolument majeur. D'où l'importance de tout ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, mais qui sont des préoccupations totalement étrangères au grand débat. Carole, vous êtes d'accord? D'abord, il faut quand même noter que l'écart entre la liste LREM et celle du Rassemblement national est quand même très faible, quels que soient les instituts de sondage. Ça bouge d'1 ou 2 points, selon qu'il y a une liste gilet jaune, selon qu'il n'y en a pas, etc. Donc, de toute façon, l'écart est quand même très faible. Donc, il y a un vrai risque, même si Emmanuel Macron, par ailleurs, a regagné en popularité. Moi, je trouve que la situation, quand on voit, c'est pas inespéré. C'est pas oui, non, mais bien entendu. C'est quand même près de 4 points d'écart. Ça n'a rien à voir avec ce que ça pouvait être en décembre, etc. Mais malgré tout, c'est quand même très très dangereux. D'autant que il y a quand même une situation assez particulière, qui est que il y a toujours pas de tête de liste. Désigné, ça change tous les jours, enfin les hypothèses, les hypothèses changent tous les jours. Une semaine on parle de Madame Buzyn, ensuite de Madame Loiseau, le ministre des Affaires étrangères. Est-ce si important, les Affaires européennes. C'est important, c'est la liste Macron, comme il y a la liste Marine Le Pen. On sait bien que c'est Macron, mais pardon, comme on dit, ça fait tout de même un tout petit peu désordre. Par ailleurs, on ne sait pas où les députés européens élus sur cette liste siégeront au Parlement à Strasbourg. Ça aussi, c'est d'une autre inconnue. Donc, tout ça n'est pas d'une clarté formidable. Et évidemment, ensuite, il y a les problèmes que vient d'évoquer Jean-Marie, qui sont autrement plus sérieux, et notamment l'opposition de la nouvelle... de la leader de la CDU. Oui, et pour rebondir sur ce que vous dites, en fait, ce qui manque à Emmanuel Macron, et c'est dommage que... Là encore, c'est une question de méthode. Gouverner en France tout seul en disant je sais ça va passer, on se rend compte que ça passe pas. Et la même chose au niveau de sur la scène européenne. Il y a que les idées d'Emmanuel Macron sont bonnes, mais tant que c'est que les idées d'Emmanuel Macron, elles ne sont pas bonnes.
Ouais. Voilà. Et elles ne deviennent bonnes qu'à partir du moment où ça devient une idée partagée par plusieurs pays. Elles sont bonnes pour la France. Voilà, donc mais c'est pas forcément ce que pensent les autres pays. En plus, il y a des agendas politiques, agendas nationaux. Puis si vous avez une bonne idée et que je suis un peu jaloux, je vais jamais dire que c'est une bonne idée, quoi. Voilà. Et comme il y a des compétitions nationales, accepter que une bonne idée vienne d'un autre pays, en plus un peu la France, en suspectant tout ce que. Donc la bonne idée ou la bonne démarche, la bonne méthode, ça aurait été de sur certains sujets, pas très nombreux, arriver à fabriquer des consensus avec quelques pays européens et se présenter devant les Français au scrutin en disant voilà, sur 4-5 sujets, on va être en mesure d'avancer de manière très concrète parce qu'on a trouvé des lignes d'accord. Voilà. Et là, tout d'un coup, vous vous présentez pas devant les Français en disant il y a les méchants, il y a les gentils, il y a celui qui a un projet qui va le réaliser, qui vous fera tous du bien et on est d'accord à plusieurs pour le faire. Ça change la donne. Et là, on fait l'Europe. Alors que là, sinon, on fait le discours de la Sorbonne, une tribune, et puis on prend des claques. Le dites répond un peu à la question que posait Roselyne tout à l'heure sur Emmanuel Macron a-t-il changé. Ce sont les mêmes défauts qu'au niveau national. Exactement. Voilà. Virginie. Oui, en voulant simplement réduire le débat à l'affrontement entre les nationalistes et les populistes, Emmanuel Macron ne résout en rien la question, et là je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire, ne résout rien la question de que va faire Emmanuel Macron, qui est très isolé sur la scène européenne, de ses députés une fois qu'ils seront à Strasbourg ou à Bruxelles. Qu'est-ce qu'il va en faire et quel poids ils auront à l'intérieur de l'Assemblée européenne. Aujourd'hui, c'est la grande inconnue. Et aujourd'hui, il est extrêmement isolé, pour ne pas dire complètement seul, à défendre la position qu'il défend. Et on a bien vu la réponse de la dauphine de Mme Merkel. C'est sa chance ou sa faiblesse? C'est sa faiblesse. C'est-à-dire que là je suis d'accord, s'il n'arrive pas devant les Français en disant ça sert de voter aux élections européennes, rappelons que c'est une élection où les taux d'abstention sont les plus importants. Donc s'il n'arrive pas devant les Français en disant ça sert de voter pour les élections européennes et ça sert de voter pour moi, parce que moi, une fois que je serai là-bas, je vais travailler avec tel pays, tel pays, tel pays, et on va défendre telle idée et on obtiendra tel changement et on obtiendra telle amélioration. Si ça apparaît comme un projet vague et surtout extrêmement théorique, il peut et très personnel. Se passer qu'une partie de l'électorat se dise ça ne sert à rien et se réfugie dans ce qui va être le vote protestataire et qui sera Marine Le Pen. Le paradoxe, Virginie, c'est qu'il est... Marie, vous voulez parler du Brexit, c'est maintenant que jamais. Il est à la fois isolé et espéré. Il continue d'être espéré. Sur la scène européenne. Sur la scène européenne, absolument, par une bonne partie des opinions européennes qui sont en attente. C'est pas de l'optimisme, c'est un constat. Ils sont en attente d'un rebond européen parce que tout pousse à ce rebond. Voilà. Et le problème et notre difficulté, c'est qu'il ne s'y est pas bien pris à ce stade et qu'au lieu d'être patient et de coaliser autour de lui sur quelques idées, il a voulu décréter, exactement comme il l'a fait de son palais de l'Élysée. On retombe sur les mêmes problèmes de gouvernement. Le discours de la Sorbonne est vraiment à total contretemps. Il le fait alors que la chancelière entame les élections, et donc elle ne peut pas répondre et la pratique du consensus à l'allemand l'empêche de répondre. Enfin, c'est intéressant, brillant, mais hors sol. Jean-Marie, voilà. C'est trop tard. Non, on va faire très court sur le Brexit. C'est un cas d'école d'un chaos politique provoqué par une addition de petits calculs politiques. C'est le pire de la politique. Oui, et des promesses la politique politicienne qui a conduit à cette situation où il y a un chaos en Grande-Bretagne qui va retentir sur nous et d'abord sur nos économies, pas seulement sur les pêcheurs français, mais sur l'ensemble de l'économie française. C'est un désastre annoncé. Il n'y a que des mauvais scénarios. Certains sont pires que d'autres, mais il n'y a que des mauvais scénarios. On n'a rien de positif. Alors ça, c'est le seul point sur lequel il faut admettre qu'Emmanuel Macron, dans sa tribune, a lancé, si je puis dire, une bouteille à la mer qui est astucieuse. C'est de dire, s'il y a un Brexit, de toute façon, il faut garder un lien avec les Britanniques. Il y a des enjeux sur lesquels on peut faire de la coopération en dehors des institutions européennes et essayer de reconstruire tout de suite avec eux une dynamique et pourquoi pas avec d'autres pays. Ça, c'est le point, si je peux dire, astucieux de sa tribune, parce qu'il ne faut absolument pas les laisser partir. Et tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on a fait depuis un certain temps qui vise à les marginaliser ou à les humilier, parce que ça s'est aussi passé comme ça dans la négociation, c'est pas astucieux par rapport à l'avenir, parce que notre bloc, c'est l'Europe, quoi, ils sont dedans, donc, et le reste du monde ne nous fera aucun cadeau. Et plus on est divisé, plus ça fait le beurre et le miel des autres pays. Oui, et peut-être un mot, Carole. Non, là, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Le Brexit. À ces constats, ce qui est quand même assez triste. Ce qui s'est passé pendant la campagne qui a précédé le début des négociations pour le Brexit, je trouve alimente de façon très nourrie tout ce que les citoyens français et européens pensent de la classe politique. C'est-à-dire que la classe politique est capable de dire n'importe quoi, de
proposer n'importe quoi, de promettre n'importe quoi, et une fois que ce n'importe quoi arrive, ah non, mais ceux qui ont été les plus actifs pendant la campagne en Angleterre ont juste disparu de Nigel la scène Farage Johnson du jour au lendemain. Et je trouve ça terrible de ce que ça dit de la confiance des électeurs vis-à-vis d'une classe politique quelle qu'elle soit. Et puis il y avait la promesse de fake news quand Nigel Farage disait qu'il allait mettre l'argent qu'on donne à l'Union européenne pour la santé, le système de santé. Et je vois pas comment on les a humiliés. Alors, la manière de conduire les négociations a été quand même pas sur le plan des messages politiques. Il me semble qu'il a été assez cadré, Michel Barnier assez carré, assez... Je pense vote un peu... Oui, mais on les a... On était très heureux d'arriver à dire qu'au sein de l'Union européenne, les 26 avaient réussi enfin à se mettre d'accord sur un sujet, c'était pour virer les Britanniques. Les 27. Enfin, les 27, pardon, on ne va pas virer les Britanniques, c'est les Britanniques. Je pense qu'on aurait dû œuvrer. Ils ont virer eux-mêmes quand même. Alexandre Malafaille, c'est les Britanniques qui ont dit on veut partir. Oui, mais c'est un très mauvais calcul. Les Britanniques, ça certainement. Les Britanniques, c'est sûr, mais il faut regarder dans quelles conditions le vote s'est passé et ce qu'il signifie, là encore. Regardez les lignes de fracture. Et deuxièmement, que les 27 se soient coalisés pour dire enfin un truc sur lequel on est d'accord. C'est facile. Non. Ça s'est passé comme ça. Vous écrivez l'histoire. Non, malheureusement. Oui, je ne suis pas du tout d'accord. Bon, c'est bon. Ils ont pris acte de la décision anglaise. Ils ont pris acte de la décision anglaise et ils ont fait leur travail. Ils ont été très durs. Et moi, il me semble que Michel Barnier a été extrêmement... On aurait dû être dans une posture beaucoup plus constructive. Professionnalisé Virginie, eux-mêmes ont peut-être été très irresponsables auparavant. Voilà. Ah non, mais le système politique grand-breton, mais comme le nôtre, à un moment donné... Oui, j'aime bien cette formule. Alors ça, c'est bien. J'aime bien cette formule. Voilà, eh bien, cette façon de faire de la politique, elle arrive aussi en France. Vous les dites n'importe quoi. Grands-Bretons, on dit n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi pour vous faire élire, une fois que vous êtes aux affaires. Mais c'est pour ça qu'on a aussi le dégagisme en 2017. C'est pour ça que les Français il n'y a plus de confiance dans la classe politique. C'est universel. On passe à la chronique sur la politique sur les réseaux, non pas les zéros, avec Véronique Reissoult. À tout de suite. C'est Brexit et grand débat. Alors, bonjour Véronique. Bonjour. Donc, le Brexit, on vient d'en parler. Ah oui. Qu'est-ce qu'on en dit sur les réseaux ? Eh bien, le Brexit, du coup, j'étais regardé, est-ce qu'on en parlait un petit peu plus là ? Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de remonter depuis le début de l'année, on va dire. Voilà. On aurait pu remonter encore plus loin, mais on va faire juste depuis le début de l'année. Et donc, j'ai regardé le volume depuis le 7 janvier jusqu'au 14 mars. Eh bien, plus de 3 200 000 messages. Donc, je pense qu'on peut commencer à dire que c'est un sujet qui intéresse les gens sur les réseaux sociaux. Et comme vous pouvez le constater, il y a quand même un petit pic depuis le début du mois. Donc, on est quand même dans un sujet où les gens sont en train de se dire « Oh là là, de quoi parle-t-on ?» Et ce sujet préoccupe beaucoup de gens. Alors après, vous dites ça doit plus préoccuper quand même globalement les Anglais ou les grands Bretons, si on doit dire ça. En tout cas, voilà. Et donc, du coup, j'ai regardé qui en parle le plus. Dans ces 3 millions de messages, qui les a émis ? Eh bien... les grands Bretons en grande partie, 50% de part de voix, soit plus d'1 500 000 messages. Mais le reste du monde en parle. Les États-Unis, 25% quand même des messages. La France, 3% des messages, fait 82 000 messages. L'Allemagne, l'Espagne. Donc c'est quand même un sujet local et tout le monde regarde autour et s'inquiète et se pose des questions sur globalement les conséquences. Et plus ça va, plus le volume des chiffres augmente sur les pays étrangers. Et du coup, j'ai été regarder sur ces 3 millions de messages, qu'est-ce qui se dit, et donc les fameux emojis étaient nécessaires cette fois-ci, parce qu'on ne va pas traduire dans toutes les langues, surtout si c'était en allemand, je serais bien embêtée. Et bien là, voilà évidemment le drapeau anglais, on s'en doute, le drapeau européen, là aussi, c'est logique. Mais figurez-vous que globalement, évidemment, on a le personnage qui rigole, mais quand je regarde ce qu'il se dit derrière, il est plutôt attristé. Et c'est le paradoxe de la situation qui les étonne. Et globalement, il y a beaucoup d'émojis comme ça qui lèvent la main, où ils disent il faut revoter, on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible de les laisser partir. Et il y a de plus en plus de gens qui commencent à mesurer les conséquences de cette sortie pour eux-mêmes. Donc les Français et les pêcheurs, enfin chacun a son intérêt particulier qui commence à remonter. Et donc je pense que si on suit les sujets, ça ne devrait que continuer à monter. Voilà. Le grand débat qui arrive à son terme. Alors le grand débat, comme je savais que vous alliez en parler, je me suis dit, je ne peux pas faire autrement. Donc là aussi, je me suis dit, allez hop, on va repartir dans le temps. Alors on en parle quand même moins que du Brexit, quand même. Mais tout de même, 1 200 000 messages, qu'en France, là. Et rien que sur la dernière semaine, 152 000 messages. Donc on se dit, bon, si, c'est quand même un sujet. Et là, je me suis dit, bon, je ne vais pas regarder dans l'Europe, parce qu'on doit en parler, mais enfin, c'est calme quand même. Donc je me suis dit, est-ce qu'on en parle partout en France ? Est-ce que c'est un sujet finalement
local. Est-ce que c'est là où sont les influenceurs? Eh bien non. C'est un peu partout, les influenceurs sont un peu partout. Vous pouvez voir, on parle de ce grand débat partout en France. C'est vraiment un sujet national, une répartition finalement assez homogène. Alors évidemment, un peu plus surreprésenté sur les métropoles, mais globalement, on en parle partout. Et donc la question, elle est, que se dit-il? Alors je vais vous dire que globalement, sur l'ensemble des messages, c'est assez factuel. Hein. C'est des informations pratiques sur comment participer, pas participer. Des informations aussi sur le partage de ce que les gens ont pu entendre pendant les grands débats ou lire à droite, à gauche, mais il y a quand même pas mal de sujets qui remontent. Et globalement, ce qui remonte, donc vous voyez, c'est essentiellement des attentes autour de la fiscalité, autour des taxes. Le premier des sujets est donc la fiscalité et on va dire la réindexation tous les autres. Qui écrase vraiment tout. Impôts, taxes, voilà. TVA. C'est presque que ça. C'est balayé. Tout est balayé et ils sont dans cette logique où ils cherchent de l'égalité, de la justice et on a beaucoup de sujets autour de la fiscalité sur les retraites. Le deuxième sujet qui remonte un peu, évidemment beaucoup moins, mais qui arrive derrière, c'est la santé. Étonnamment, ce sujet, on l'a vu monter. Il monte de plus en plus. Le troisième, c'est la citoyenneté, mais c'est beaucoup moins que la santé. Et puis après arrive l'écologie et la culture, étonnamment, qu'on a peu vu dans les débats et qui commence à monter aussi, surtout sur les pages Facebook. Et si je regardais de façon plus large, en dehors des idées, ce que j'ai pu lire, c'est que l'initiative elle-même, elle est plutôt saluée, que l'issue, ils s'attendent à être plutôt déçus. Ils ont peur que ce soit un peu décalé, mais paradoxalement, parce que nous ne sommes pas à l'abri de quelques ambivalences, eh bien, ils ont beau se dire qu'ils vont être déçus, ils en demandent de nouveau plus à l'avenir. Ils trouvent que cette idée était bien et qu'il faudra arriver à mieux les gérer, mais que c'est bien et que les grands débats, c'est bien et que c'est bien de parler. Ouais. Voilà, en gros. Voilà. Je vous l'idée. Rendez-nous Jack Lang. Hein. C'est ça. Jean-Marie, je peux répondre à votre téléphone. Rendez-nous Jack Lang. Oui, parce que la culture est absente du grand débat. Mais c'est fou, oui, totalement absente, les gens en parlent. C'est aberrant dans un pays comme la France. Je croyais qu'il y avait aussi un thème qui montait, c'était l'éducation. Pas tant que ça. Non. Pas tant que ça. Ils en parlent, mais c'est pas. Quand je massifie les messages, pas tant que ça. Merci beaucoup. Et merci à Charlotte Turien-Tomaca d'avoir préparé cette émission. Et merci à toute l'équipe technique. À très vite. Merci. Mais combien ça va me coûter? Oula! Là, il y a du boulot, là. Hein. Ah, il y a... Ouais. Et au niveau financement? Quand même, hein. On peut aussi avoir des réponses claires. Avec C'est mon projet de CTLM, estimez gratuitement le coût de vos travaux et profitez ensuite de notre solution de financement. En ce moment, le prêt personnel est au taux fixe de 1% sur 12 mois. Appelez le 0800 200 100 ou rendez-vous sur ctlm.fr. CTLM, plus responsable ensemble. Quelque part, à l'autre bout du monde, un enfant a besoin de vous. Merci de regarder attentivement le spot qui va suivre. Gana Gana a 7 ans. Sa vie est très difficile. Gana Gana vit dans la pauvreté la plus extrême. En parrainant un enfant, vous pouvez changer sa vie pour seulement 1 € par jour. Comme beaucoup d'enfants qui travaillent, elle ne sait ni lire ni écrire. Pourtant, elle a un rêve, celui d'aller à l'école. Changez la vie d'un enfant comme Gana Gana pour seulement 1 € par jour. Appelez le 0800 112 114. Avec 1 € par jour, vous lui permettez d'aller à l'école. Vous lui offrez de manger au moins 1 fois par jour. Vous changez la vie d'un enfant et de toute sa communauté. En parrainant un enfant, vous vivez une relation privilégiée avec lui. Avec Partage, en parrainant un enfant pour seulement 1 € par jour, vous changez sa vie de façon durable. Appelez dès maintenant le numéro gratuit 0800 112 114. Un enfant vous attend. Merci. Mise en vente à 1800 €. 1900. 1950. 25. Ah, j'ai vendu à 25 €. Chez Général d'Optique, pour 25 €, c'est monture plus verre avec vérification de la vue et de nombreux autres services inclus. Général d'Optique, la fin des lunettes chères. Lunettes correctrices, dispositif médical.